We have filter ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final. To the International Space Station. Salut Manu. Salut Jean-Louis. Alors qu'est-ce qui se passe ce soir Europa IFO? Alors ce soir, belle soirée. On est complètement complet. 85 personnes pour la première fois, donc on est super content avec un invité exceptionnel qui est Alain Juillet, autour d'un sujet très passionnant qui est les ovnis de la géopolitique, quels enjeux. Et je pense qu'Alain va nous amener pas mal, enfin va nous décrypter un petit peu le phénomène mondial, les applications de certains pays, notamment les Américains, les Russes, les Chinois, les Brésiliens. Et je pense que sa vision et son côté géopolitique peut nous apporter beaucoup d'indices, d'explications sur la position des États par rapport à ce phénomène. Voilà. D'accord, et tu penses que ça va être en lien avec ce qui se passe aux États-Unis ou pas? Forcément. Ouais. Quand on parle de la géopolitique avec les ovnis, vu ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, forcément que c'est un peu le point de départ, mais la grande question c'est qu'est-ce que font les autres. Donc c'est un peu ce qu'on voudrait aussi faire passer à travers Alain Juillet, sa vision et sa connaissance surtout de la géopolitique mondiale et notamment par rapport à ce phénomène. D'accord. Alors je sais que tu organises les repas. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres lors de l'organisation des repas? Ma plus grande difficulté c'est vraiment... alors, c'est la logistique et la coordination de tous les gens qui s'inscrivent. Les gens doivent s'inscrire, certains répondent pas ou en retard. Les gens s'inscrivent ou oublient de s'inscrire. Donc j'ai beaucoup de relances. Donc c'est vraiment la relation avec les gens. Parce que normal, hein, les gens pensent à plein d'autres choses dans la vie. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, ça me prend beaucoup de temps pour pouvoir relancer les gens, les inviter, leur donner des explications, le déroulé de la soirée, etc. Voilà. D'accord, ok, bah, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée et que tout se passe bien surtout. Ok, bah, merci Jean-Louis et merci LDLN, voilà. Allez, ciao. Merci Jean-Louis. Bonjour Monsieur Juillet. Bonjour. Donc je suis Jean-Louis Agneau de la revue Lumière dans la nuit. Oui. Enchanté de vous rencontrer pour les repas ufologiques de Paris, donc de ce jour, le 6 avril 2024. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos amis de LDLN? Oh bah, vous savez, moi j'ai une carrière un peu particulière parce que j'ai été militaire dans les forces spéciales puis dans les services de renseignement. J'ai été chef d'entreprise, enfin cadre puis chef d'entreprise dans des groupes français et étrangers. J'ai également travaillé j'ai fait du sport, en particulier dans la voile. J'ai fait plein de choses en définitive. Et puis, dans le cadre de mes activités, je me suis intéressé au problème des PAN, des ovnis, dans le domaine de la sécurité nationale et de la sûreté nationale.
Ce qui est qu'à l'époque, quand j'ai commencé là-dessus, ça étonnait un peu les gens parce que ce n'était pas les habitudes, mais depuis que les Américains ont pris officiellement ce cap-là il y a 2 ans, alors maintenant évidemment, je suis au cœur de beaucoup de choses sur les réflexions en cours. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'ufologie en fin de compte? C'est plus dans le domaine de la sécurité ou c'était un domaine Non, au départ, moi c'est pour ça que je vous dis ça. Moi au départ c'est le domaine de la sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on assure la sécurité d'un pays, au niveau militaire, il faut qu'on maîtrise ou qu'on essaie de maîtriser tous les problèmes qui peuvent se produire. Or on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes non identifiés, c'est le cas de le dire, donc des engins. C'est parce que maintenant on sait que ce sont des engins non identifiés, dont on ne sait pas comment, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils fonctionnent, qui se promènent et que nous sommes incapables d'arrêter, parce que c'est ça le problème. Nous sommes incapables de les arrêter et s'il y avait demain ces engins devenaient agressifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un seul cas dans l'histoire et c'est douteux sur une attaque. Mais si les engins devenaient agressifs, notre armée de l'air ne sait pas l'arrêter, personne ne sait les arrêter, et là ça prend évidemment une ampleur catastrophique. Donc, si vous voulez, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on est face à un problème que nous ne savons pas résoudre. Et donc, il est très important qu'on essaie de comprendre. Alors après, il y a d'autres problèmes parce que on voit bien que ces engins ont des capacités de vol absolument extraordinaires et qui font penser qu'ils utilisent certaines technologies, certaines techniques que nous ne maîtrisons pas. Et donc là aussi, il y a un intérêt, alors c'est le grand problème actuellement évoqué aux États-Unis, il y a un intérêt d'essayer de trouver, de récupérer des morceaux de ces engins pour comprendre comment ils fonctionnent. Et pour le moment, peut-être que des pays ont pu récupérer des morceaux d'engins qui seraient écrasés, mais c'est évidemment gardé secret et seule l'industrie de l'armement dans certains pays a connaissance des alliages qu'ils ont pu trouver ou autres, parce qu'évidemment ça devient à ce moment-là un avantage au niveau militaire pour ceux qui ont compris comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et que pensez-vous du fait que apparemment la France et l'Europe est assez en retard quand même dans le domaine de l'information ou de la recherche ufologique? C'est indiscutable, si vous voulez, que les Américains, les Français étaient très bons avec le GEPAN. Le GEPAN a été le premier organisme national, dans un grand pays occidental en tout cas, qui a été le premier organisme qui a étudié systématiquement tout ce qui se passait au niveau des phénomènes non identifiés. Volants non identifiés. Donc ça, il a fait un énorme travail. Maintenant, les Américains, quand ils ont découvert ce qui se passait, ont mis les moyens que nous ne sommes pas capables de mettre et effectivement, il y a depuis quelques années une recherche très importante qui est faite, une réflexion, une recherche très importante aux États-Unis. Mais il ne faut pas oublier les Russes et les Chinois, parce que les Chinois en ont parlé récemment, en disant nous ça nous intéresse, on cherche aussi, on essaie de comprendre. Et les Russes, on sait qu'ils avaient fait des recherches dans les années, il y a 10-15 ans, on sait qu'ils avaient fait des recherches très sérieuses. Donc en définitive, tous les grands pays ont ce problème, tout le monde a à y faire face. Alors en France, on avait le GEPAN, mais il n'y a rien eu d'autre. Et je pense que ça va changer maintenant, parce que compte tenu du réveil américain extrêmement fort qui est en train de se faire, évidemment tout le monde commence à se sentir concerné. Donc oui, je pense qu'au niveau français, au niveau des grands pays européens, on va progressivement s'y intéresser pour se mettre au niveau de tous les autres. Mais on a par contre un historique grâce au GEPAN qui est exceptionnel. D'accord. Si vous aviez un mot à dire aux lecteurs de LDLN, ça serait lequel? Je pense qu'on est à une bascule et que nous allons prochainement avoir je crois dans les quelques années à venir, donc très prochainement, on va avoir de véritables informations tangibles, réelles, techniques, qui vont commencer à nous lever le voile. Très bien. Je vous remercie, M. Juillet, et je suis impatient de vous écouter ce soir. Merci. Merci à vous. Merci.
Bonjour Stéphane. Salut. Peux-tu nous dire de quelle manière tu es rentré dans l'ufologie? Oula, ça remonte très loin. Question. En fait, je suis entré dans l'ufologie par un premier livre qu'on m'a offert à l'âge de 10 ans. C'était Contact OVNI Sergi Pontoise de Jimmy Guilleux, ufologue renommé s'il en est. Voilà, puis après je me suis intéressé à d'autres ufologues, d'autres ouvrages sur tout ce qui relève des phénomènes paranormaux, mais aussi et surtout de l'ufologie. Voilà. D'accord. Là, tu es au présent au repas ufologique de Paris, donc ils sont organisés aujourd'hui pour un 1 juillet. C'est ça. Peux-tu nous dire si tu as programmé quelque chose dans le futur? Est-ce que tu as quelque chose de prévu prochainement? Alors, si tu veux, j'ai des projets puisque je suis en train d'écrire un nouvel ouvrage. Voilà, donc ça me prend beaucoup de temps. Voilà, puis de temps en temps, il m'arrive de faire aussi quelques interviews, participer notamment au podcast de la chaîne UAP Afrique, avec Yann Alexander, qui est d'ailleurs présent ce soir aussi. Tout à fait. Voilà. Donc voilà pour mes projets immédiats. Ok, je te remercie et je te souhaite une bonne soirée. Merci. Bonjour Anne et Bruno. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à nos amis de LDLN comment vous êtes rentrés dans l'ufologie? Alors moi, il y a très longtemps, depuis l'âge de 9 ans, j'ai commencé à m'intéresser avec des bouquins Historia, des vieux bouquins Historia. J'ai lu un article justement sur la vague de 54 et je me suis penché dessus après. J'ai lu énormément de bouquins, OVNI à dossier brûlant, les bouquins de Jimmy Guilleux. Et après, début 2015, je suis rentré dans l'ufologie active. D'accord. Et toi, Anne? Moi, j'ai toujours été passionnée tout d'abord de science-fiction. En fait, je lisais des romans de science-fiction, je regardais toutes les séries, j'étais vraiment à fond. Et je crois que c'est ce qui m'a poussée vers l'ufologie. Et un jour, en fait, c'est mon boss, en fait, mon patron, qui m'a offert un bouquin de Jimmy Guilleux. Et il a créé le déclic et je suis allée pour la première fois dans un repas ufologique et j'ai rencontré Bruno et on a décidé de faire des enquêtes ensemble. D'accord. Et quels sont vos prochains projets là actuellement? On n'arrête pas de voir les témoins. C'est vrai qu'on a énormément de cas qui se présentent à nous. Donc avec Anne, on rédige ça actuellement. Ouais. On a beaucoup de retard dans nos enquêtes parce que c'est très compliqué de caler nos agendas. Pour rencontrer en plus les témoins, donc il faut caler son agenda, le sien et l'agenda des témoins. C'est compliqué, mais on y arrive. On y arrive. D'accord. Et à quand une prochaine collaboration avec LDLN alors? Je pense prochainement. Très prochainement. Oui, moi, très prochainement. J'ai en projet d'écrire un article sur les triangles. D'accord. Ok. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci parce que nous sommes Jean-Louis. au repas UFO de Paris là, pour un 1 juillet. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée Jean-Louis. Allez. Salut Yann. Bonjour Jean-Louis. Alors, que nouveau ta visite aujourd'hui au repas UFO? Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on a un 1 juillet qui fait une conférence et qui plus est sur une conférence sur un sujet qui est quand même assez particulier et qui a un nouvel angle en 2024. Donc c'est les ovnis, mais sous l'angle de la géopolitique, des enjeux de souveraineté. Je crois que le sujet OVNI, même s'il est encore contesté, il y a un nouvel équilibre, il y a un nouveau rapport de force qui s'est fait et où il y a quand même une partie croissante de la société, y compris de ses élites, qui commencent à comprendre qu'il faut vraiment s'intéresser à ce sujet sérieusement et qu'on a dépassé le stade du divertissement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne? Parce que c'est un peu nouveau pour nous en France. Oui, c'est une chaîne francophone. Alors c'est pas franco-français, c'est la chaîne francophone UAP Afrique qu'on a fondée en novembre 2023, mais peu de temps avant le fameux colloque historique à la Sorbonne. Et donc il s'agissait de faire un historique des grands événements de l'ufologie africaine, des grands événements en tout cas qui ont marqué le continent africain en lien avec les ovnis. Et il y a énormément de choses à dire, mais il était difficile de faire remonter les sources, les archives. Il y a un état des lieux à faire. On a l'impression que souvent le continent africain est resté à l'écart de la dynamique UFO, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il y a beaucoup d'obstacles pour faire émerger une parole là-dessus, des faits, des événements. Il faut articuler ça. C'est très compliqué, mais c'est intéressant. D'accord. Et quels sont tes prochains projets alors? Alors le prochain projet, ça va être de soutenir la publication d'un ouvrage par le référent togolais de la chaîne UAP Afrique, Samson Mawololo Alija, qui a fait un travail extraordinaire, qui est plutôt destiné d'ailleurs au public africain, de compilation de tous les événements UFO sur tout le continent africain quasiment,
au moins depuis le début du XXe siècle. Donc il a fait un travail remarquable, qui est un travail de synthèse, un état des lieux, mais on a besoin d'un état des lieux, parce que les gens ne se rendent pas compte. Ici en France, il y a déjà un état des lieux qui est fait depuis longtemps, il y a une avancée, mais il y a beaucoup de choses à construire en Afrique. Vraiment, que ce soit l'Afrique anglophone, francophone, il y a vraiment des choses à construire, et Samson est passionné, et à côté de ça, il rédige des articles pour le site UAP Afrique, qui est soutenu par le réseau UAP Tchèque d'ailleurs, et en ce moment il fait une enquête, une investigation sur des survols d'engins au Niger à proximité des gisements d'uranium. Voilà. Donc il y a énormément de choses à dire là-dessus, c'est très intéressant. On est vraiment à une nouvelle aube, et j'ai dit il y a quelques mois qu'on était à un moment révolutionnaire pour le sujet OVNI, et je persiste et je signe en fait. D'accord. Et ça on pourrait le retrouver sur ta chaîne UAP Sur la chaîne UAP Afrique, oui, tout à fait, et sur le site uapafrique.com. D'accord. Les articles sont toujours traduits en français et en anglais. D'accord. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne soirée. Merci à Lumière dans la nuit. Et à bientôt peut-être pour un article dans LDLN aussi. Avec grand plaisir, voilà. Merci. Salut Gilles. Salut Jean-Louis. C'est marrant, tout à l'heure avec Philippe on regardait l'Assemblée Générale du Sceau de l'an 2000 où tu étais. Oui, en invité. Avec Johnny Destouches. Non, Johnny n'était pas là, il n'y avait que toi. Il n'y avait que moi. Ah oui, d'accord. C'était à la SPTT à Villecrène. D'accord, tout à fait. Alors Gilles, que nouveau ta présence ce soir? Comme d'habitude, la librairie itinérante du Sceau, voilà. Et puis peut-être que je dirais 2 mots sur le fait qu'on a sauvegardé les archives de Gildas Bourdet le mois dernier. Voilà. D'accord. Encore beaucoup de travail. Encore beaucoup de travail. Après le fonds de Jean-François Gilles qu'on a sauvegardé au mois de janvier. Mais là c'était là-bas dans le Vaucluse, hein, c'était à Cadenet, à côté de Pertuis. Ouais, voilà, bon, c'est des gros fonds avec beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur, évidemment. Gildas, c'est beaucoup Roswell. Voilà, et puis Jean-François Gilles, il y a un peu de tout, mais c'était, je dirais, le conseiller scientifique du CEOF. D'accord. Voilà. Et quels sont les prochains projets du Sceau alors? Il y a encore il est déjà allé à Festovny au mois de mai, et où il y aura la librairie itinérante du Sceau aussi, bien sûr, mais en plus grande qu'ici, parce que ici c'est la portion congrue, on va dire, hein, c'est tout petit, même toi t'as pas beaucoup de place. Ouais. Et sinon, on a encore 2 fonds à sauvegarder. Celui de Geneviève Van Kelef. D'accord. Donc on est en contact avec sa famille, parce qu'elle est décédée en 2022. Et également le fonds d'un ufologue lyonnais, mais il ne veut pas trop qu'on en parle pour l'instant. Voilà. Un ufologue lyonnais de longue date qui a commencé sa carrière d'ufologue dans le Vaucluse aussi. Alors si je ne me trompe pas, il y a aussi l'Assemblée du Sceau bientôt. Ah c'est fait, c'est passé. Fait. Ah, voilà. C'était la semaine dernière. Donc je me trompe alors. Voilà, c'était la semaine dernière, voilà. C'est passé, tout s'est bien passé, c'est le cas de le dire. Ouais. On a un nouvel administrateur, en la personne de Philippe Drame qui est ici. D'accord. Voilà. Ok, tout va bien. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée. Et... Toi aussi, ça va être super intéressant. Au plaisir. Hein. Au plaisir, à la Turballe. Oui. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors petite question, ce soir donc tu as vu M. Alain Juillet, qu'as-tu pensé de son intervention? J'ai trouvé que c'était une intervention très pertinente par rapport au personnage qui est Alain Juillet. On a appris des choses dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Et c'est toujours un plaisir d'entendre parler. C'est un excellent orateur qui sait raconter une histoire absolument incroyable. Et en tout cas, j'ai passé un très bon moment à ce nouveau repas ufologique avec Alain Juillet. Et puis on a vraiment de la chance qu'il a accepté de venir à un repas ufologique. D'accord. Alors pour en venir sur toi, Dominique, quels sont tes projets et quelle est l'avancée de ton aventure? Valençol avance bien, est pratiquement terminé. Il nous reste encore 2 mois de travail. On va commencer à contacter les distributeurs, donc ce sont les personnes qui mettent le film en salle, dans les salles de cinéma.
Ça avance bien. Le film sera terminé dans 2 mois. Et j'ai un nouveau projet de documentaire pour une chaîne de télévision française. Je ne peux pas encore dire quelle sera cette chaîne, mais ce sera un petit peu la suite de Une affaire d'État. D'accord. Et le retour que tu as de ton film Valensole par rapport à la famille de Maurice Mas, eux pensent quoi de ce film? Ils ont beaucoup aimé le film parce qu'on leur a montré une version de montage pas tout à fait terminée. Mais ils le voient aussi comme un film, puisqu'évidemment ils ont très bien connu leur père ou leur grand-père. Donc ils voient très bien que c'est un film, et en même temps ils ont été très touchés par ce qu'ils ont vu. Donc voilà, pour moi c'est important d'avoir encore une fois l'aval de la famille pour que ce soit dans le respect de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'a vécu leur père ou leur grand-père. D'accord. Et pendant ce tournage, s'il y avait un moment qui t'a touché le plus, une anecdote qui t'a touché le plus pendant ce tournage, ça serait laquelle? Il y en a eu plein. Déjà le support de ma compagne pendant que je faisais le film, ça c'est précieux parce que c'était une aventure quand même très compliquée. Ensuite j'ai eu la chance de travailler avec une équipe extraordinaire. C'est bon, c'est reparti. Je te dis, c'était une belle aventure humaine. Ce tournage de Valensole, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Et des anecdotes, j'en ai plein. Mais il y a quelque chose d'un peu curieux qui s'était passé. C'est que parmi tous les plans du film, il y a des plans sur la nature, les abeilles, le champ de lavande. Normalement, on a filmé un olivier avec un nuage derrière. Et alors, c'est de la pareidolie, donc c'est l'interprétation des formes qu'on peut voir dans les nuages. Mais, et c'est un des plans qui est dans le film, ça fait vraiment une tête extraterrestre, la tête classique du petit gris qui se dessine dans les nuages. Et ça, c'était vraiment assez magique. Je trouvais que c'était un clin d'œil. Bon, après, il faut le voir, ce plan, et le voir tel quel. Encore une fois, c'est de la pareidolie, c'est-à-dire qu'on interprète la forme du nuage telle quelle, mais c'est assez flagrant, et donc je me suis dit que c'était un clin d'œil de l'univers, en tout cas, ce qu'on était en train de faire. Et le fait que tu aies fait le film à Valensole, l'accueil des gens de Valensole, des habitants de Valensole a été agréable ou très agréable. Franchement, tous les gens qui habitent à Valensole nous ont aidés à faire ce film. Un film, tu ne le fais pas tout seul. Déjà, tu as une équipe qui est là, qui te soutient, qui t'accompagne. Moi, je suis le chef d'orchestre. Je suis même le capitaine d'un bateau avec beaucoup d'inertie et je dois m'arranger pour que le bateau suive sa route. Et et tous les membres d'équipage, et notamment les habitants de Valensole, étaient là, étaient présents et nous ont aidés. Moi, j'ai été très touché par certains. Je pense à Walter, qui est un habitant de Valensole, qui nous a aidés à trouver des voitures d'époque, parce qu'on a commencé le film, il y avait très peu d'argent, il n'y en a toujours pas beaucoup, mais c'est un petit budget par rapport à ce que ça aurait pu coûter dans le cinéma français pour un film de cette envergure. Mais tout le monde a mis la main à la pâte, et ça c'est quelque chose que je ne dirai jamais. Et j'ai hâte de faire l'avant-première à Valensole. Je remercie tous ces gens qui nous ont aidés avec tout leur cœur, et ça je ne le dirai jamais. D'accord. Je suis infiniment reconnaissant. Et pour la conception du film, est-ce que tu as eu un coup de main ou des conseils par des ufologues de terrain ou des gens qui ont pu faire l'enquête à Valensole? J'ai pu parler un petit peu avec Jacques Vallée, que j'avais rencontré dans le cadre d'une interview du CIPO, où il m'avait réexpliqué certaines choses. Ce qui était important pour moi, c'était de rencontrer les gens qui avaient connu Maurice Mas. Pas forcément des ufologues, mais des gens qui avaient connu la personne que lui il était. Les
ufologue, non, pas forcément. Après, on s'est vraiment alimenté d'articles d'époque et encore une fois des gens qui l'avaient côtoyé lui de près. D'accord. Ok. Si tu avais un mot à dire aux abonnés de LDLN, ce serait lequel? Eh ben, continuez à lire cette fantastique revue qu'est LDLN et je serai voilà, ravi de vous revoir et que vous veniez tous voir Valensole et de vous retrouver à ce moment-là lors d'une projection. J'espère qu'on aura l'occasion de faire aussi des avant-premières un petit peu partout en France où on pourra faire des questions-réponses et créer des débats peut-être avec des spécialistes comme Jacques Vallée, d'autres ufologues, Houdini. Voilà, j'aimerais vraiment créer aussi un débat autour du film. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. Bah, je te remercie et je te souhaite une bonne fin de soirée alors. Merci. We have the filter ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's Sputnik. To the International Space Station.